Je vous le disais, ce matin, coup de colère des représentants des professionnels de santé. 2 jours après leur audition par le Congrès, ils se sont réunis et ont exposé à la presse leurs travaux de décryptage des rapports du gouvernement et celui d'activité de la CAFAT. Alors avant de recevoir notre invité, voyez ce reportage de Karine Arroyo et de Sylvie Méhoun. À la question « Y a-t-il un pilote dans l'avion CAFAT ?», les libéraux de santé répondent à l'unanimité « non ». Après 2 ans et demi de réunions au gouvernement pour trouver des solutions durables, le plan d'Ocamo n'en retient aucune, ou presque. Alors les professionnels libéraux ont décortiqué les rapports d'activité de notre gestionnaire de santé, la CAFAT. Les résultats de ce décryptage sont confondants. On trouve effectivement des lignes budgétaires qui correspondent au bas mot à peu près à 10 milliards et qui ne correspondent ni à des frais de gestion, ni à des dépenses de santé. Nous, ce qui nous intéresse, nous, professionnels de santé, ce sont les dépenses de santé. C'est-à-dire qu'on est tout à fait conscient qu'il faut tendre à les limiter, tout en essayant de maintenir le niveau de santé des Calédoniens. Et dans ces lignes de compte, eh bien, nous avons 2 lignes tout à fait particulières qui, pour l'une, augmentent de 100% et l'autre de 2000%. Mode de gestion obsolète ? Aucune cohérence dans les chiffres, pas d'action concertée. L'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, pointe aussi du doigt ces dysfonctionnements. Les explications qui nous ont été données peuvent correspondre à un changement de comptabilité. Bon, bah, je veux bien. Une ligne qui passe de 350 millions à 7,8 milliards, c'est pour le moins étonnant et ça ne peut pas être justifié uniquement par un seul changement de comptabilité. Là, ils sont sur le point de rendre un rapport. Nous avons eu une première présentation, mais ce qui nous a été présenté est proprement révolutionnaire. Oui, je crois qu'on peut dire, c'est la fin d'une organisation, c'est, j'espère, nous l'espérons en tout cas, le début d'une autre organisation, mais la satisfaction que l'on va pouvoir avoir, c'est d'avoir un système qui va pouvoir durer dans le temps, parce qu'aujourd'hui, le nôtre, il est arrivé au bout du chemin. Ce que demandent les professionnels de santé, une expertise indépendante concernant la CAFAT et l'Agence sanitaire et sociale, un diagnostic en quelque sorte, avant traitement. Docteur Olivier Maïza, rebonsoir. Est-ce que ce rapport qui vous a été donc transmis, qui a été transmis par le gouvernement au Congrès, a été concerté avec vous, professionnels de santé, ou pas ? Je tiens déjà à rappeler que les professionnels de santé se sont investis sans réserve et ont applaudi les travaux réalisés dans le cadre de la démarche d'Ocamo, dont la base était la concertation. Mais est-ce que ce rapport il est estampillé d'Ocamo et il figure bon nombre de mesures qui n'ont fait l'objet d'aucune concertation. Enfin, être convoqué à une réunion, moi j'appelle pas ça de la concertation. Convoqué, ça veut dire que vous n'avez pas eu droit à un échange, un dialogue, une négociation ? Non, on nous a demandé quelles sont vos propositions pour diminuer le coût de votre activité. Voilà. Il y a eu combien de réunions, Et nous, ce qu'on a demandé, alors, pour ce cycle, il y a eu une seule réunion par rapport à ce rapport-là. Et nous, finalement, ce qu'on a demandé, on a dit, c'est avant de trouver des mesures, éventuellement des mesures de sauvetage, des mesures thérapeutiques, nous, en bon médecin, ce qu'on dit, c'est que le diagnostic précède la thérapeutique, sinon on risque de faire n'importe quoi. En gros, vos demandes à vous pour le REAM, pour sauver le REAM, puisqu'on entend parler de sauver le REAM aujourd'hui, un trou de 10 milliards, c'est quoi, un diagnostic neutre, indépendant? C'est cela que vous voulez? Exactement. Pourquoi un diagnostic indépendant? Parce que vous voyez bien qu'il y a une crise de confiance. Et cette crise de confiance, elle est alimentée par ces chiffres dont on vient de parler, qui sont incohérents et qui rajoutent du flou à une situation qui est déjà inquiétante. Donc il faut qu'il y ait de la lumière et de la transparence. Et ça, on pense que seule une mission d'expertise indépendante peut apporter cette lumière. Ça me semble absolument indispensable et qu'elle n'ait pas d'intérêt ni politique ni économique sur le territoire. C'est-à-dire vous demandez plus de transparence? Exactement, la transparence. Il faut qu'il y ait de la lumière et de la transparence pour qu'on puisse prendre les bonnes mesures. Mais cette confiance rompue, elle vient de ces chiffres incohérents que vous nous dites, flous, c'est-à-dire pourquoi? Depuis un certain temps, le dialogue avec les institutions, avec la CAFAT, est assez difficile. Et on voit bien qu'on n'arrive pas à avoir une représentation claire de la situation. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et on fait état de notre incompréhension. On a regardé effectivement les chiffres de la CAFAT, les chiffres du rapport. On voit de multiples incohérences.
et on n'y comprend rien. Alors aujourd'hui, et ce sera ma dernière question, docteur Maïza, le préavis de grève court toujours, la grève est suspendue. Est-ce que ça veut dire que si vous n'obtenez pas gain de cause, la grève peut recommencer? Elle peut recommencer. Déjà, je tiens à rappeler que c'est une situation inédite, que l'ensemble des professionnels de santé se mettent en grève. Et effectivement, si des mesures non concertées, qui ne soient pas justifiées par un diagnostic clair et transparent, étaient prises, on recommencerait. On parle beaucoup de vos honoraires, c'est ce qui compte le plus pour vous ou c'est pas vraiment le problème? Non, le problème essentiel, c'est effectivement qu'on puisse préserver le système de santé et qu'on puisse le réformer dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, docteur Maïza, pour avoir accepté notre invitation ce soir. La serpentine de Kouawa, à nouveau opérationnelle depuis ce matin. Il aura fallu une semaine de travaux pour remettre en état le convoyeur de la SLN et permettre la relance de la production. Coût des réparations, 35 millions de francs. La semaine dernière, la serpentine avait été incendiée. Rappelons que c'est la 4e fois en 2 ans que le tapis roulant de la SLN a été dégradé. Dans l'actualité également, l'avancement du projet Lucie pour le stockage des résidus miniers de Vallée. Hier, le comité d'information, de concertation et de surveillance de l'usine du Sud s'est réuni. Il a fait le point sur la question de la valorisation des cendres. Éric Dufour, Tcharaouyane. L'usine de Goro produit chaque année environ 5 millions de tonnes de résidus. Ils sont stockés ici dans l'aire de la Koé-Ouest, mais la capacité maximale de cette zone sera atteinte en 2022. Le projet Lucie doit permettre la poursuite de l'exploitation jusqu'en 2038. Il consiste à construire une verse de résidus secs en lieu et place du parc de stockage existant, celui de la Koé-Ouest. Non seulement le projet Lucie permet de diviser les investissements par 4 par rapport au projet initial de Vallée, mais il limite aussi l'impact sur l'environnement et notamment le défrichement. Le projet Lucie a ceci de très intéressant, qu'il permet de prolonger la vie de l'usine sur une période de 20 ans sans impacter davantage l'environnement parce qu'on reste sur le même site que celui qui est déjà utilisé. C'est ça qui est particulièrement intéressant dans ce projet et c'est pour ça que la province y apporte une attention toute particulière. La province Sud accompagne le projet qui est l'une des clés de la survie de l'usine du Sud et de ses 3000 emplois. L'institution maintient toutefois une surveillance sans concession sur le respect des prescriptions qu'elle impose à l'industriel. Tous les clignotants sont au vert du côté des études préopérationnelles et des autorisations données pour s'assurer qu'effectivement ce projet pourra se dérouler dans de bonnes conditions. Cela dit, c'est le conseil d'administration de Vallée qui le décidera définitivement au mois de novembre de cette année. La centrale à charbon de Prony Énergie produit de l'électricité pour l'usine du Sud et la distribution publique avec le kilowatt le moins cher du pays. Ses performances ont augmenté avec moins de charbon consommé pour davantage de kilowatts produits. Les cendres, auparavant, étaient stockées à Gadji. Elles pourraient désormais être intégrées aux résidus miniers dans le projet Lucie. Un impact environnemental de moins et une économie en plus. En bref, une immense grue de la société Shanghai Salvage est à quai depuis cette semaine à Nouméa. Elle servira de plateforme logistique et de commandement pour extraire le cat reader du récif Durand. Une étude doit être réalisée pour établir une cartographie précise des morceaux de coque qui ont coulé à proximité du navire. L'accès à bord de l'épave s'avère délicat. Les images sont signées de Cédric Michaud. Autre titre de l'actualité, plus de 1800 militaires de la région réunis en Nouvelle-Calédonie pour l'exercice Croix du Sud. Il commence ce dimanche 20 mai et se déroulera en grande partie dans le nord du pays. Avant de recevoir le général Marchand, regardez ce reportage de Sheima Riahi et de Christian Favnek. Ils sont australiens, néo-zélandais et français, 27 parachutistes et un chien, la Max, prêts à embarquer dans ce CASA. Un appareil en provenance de la Royal Australian Air Force, réquisitionné spécialement pour l'exercice Croix du Sud. Un rendez-vous majeur de coopération et d'interopérabilité entre les forces armées. Plus de 1800 hommes de 11 nations du Pacifique Sud sont mobilisés. On va faire pendant 2 semaines du travail en coopération militaire. Donc ça permet effectivement de mieux se connaître, c'est le premier point, de connaître effectivement tous nos counterparts de différentes nations dans les différents domaines. Et après aussi de travailler ensemble, donc nous pour l'aéronautique, voir les procédures, comment elles fonctionnent ensemble, essayer de les harmoniser pour qu'on puisse être encore plus opérationnel sur le théâtre. C'est un très gros exercice. Il y a aussi 11 bâtiments de la marine, 14 aéronefs et 6 compagnies pour la composante terre.
Et c'est ici, sur la base aérienne 186 de la Tontouta, dans ce poste de commandement, que l'ensemble des opérations aériennes est piloté. Une opération d'envergure confiée au lieutenant-colonel Théo Lair. On donne les ordres et on essaye de conduire ces ordres le plus précisément possible pour être en accord avec la demande initiale et l'effet à obtenir. Sur ma cellule proprement dit, on va être une quinzaine avec beaucoup d'unitrep, des gens représentant des autres unités qui vont nous donner conseil et nous donner leurs capacités. Cette année, l'exercice Croix du Sud se déroulera en grande partie en province Nord. Une simulation d'opérations de secours et d'évacuation de ressortissants sera notamment menée à Koné. Général Thierry Marchand, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle, vous êtes général de division, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Alors, en quoi cet exercice, général, Croix du Sud 2018, il diffère des autres ? Alors, il diffère des autres d'abord parce qu'il est un peu plus important en volume que d'habitude. Vous avez eu les chiffres qui vous ont été donnés. Effectivement, on a un nombre significatif de moyens majeurs qui sont regroupés sur la Nouvelle-Calédonie pour 15 jours. Et puis aussi, il est un peu particulier parce que il se situe un peu dans le sillage de la visite récente du président de la République, qui a eu des discours forts et importants en Australie et en Nouvelle-Calédonie sur la nécessité de coopération militaire avec nos amis australiens et puis plus largement sur la stratégie d'influence indo-pacifique qu'il a mis en lumière. C'est-à-dire que cette coopération régionale, c'est une perspective d'avenir selon vous ? C'est une perspective d'avenir, oui, et principalement avec les Australiens qui sont assez nombreux dans cet exercice, avec des gros bateaux, avec des avions et avec pas mal de gens au sol. Et c'est donc pour cette raison-là, d'ailleurs, que la ministre de la Défense australienne viendra sur l'exercice la semaine prochaine pour marquer l'intérêt qu'elle a pour ce support, qui est vraiment le moyen de travailler cette interopérabilité dont parlait le colonel tout à l'heure. Ça veut dire que le discours présidentiel, la présence présidentielle a eu un écho particulier sur la région, toute la région Indo-Pacifique, on peut dire ça comme ça ? Oui, clairement. Je pense que d'ailleurs tous mes interlocuteurs et certains viendront la semaine prochaine également pour le VIPD de l'exercice. Tous sont intéressés pour essayer de comprendre quelle forme de déclinaison il va y avoir dans les mois et dans les années qui viennent derrière cette déclaration présidentielle. Alors, ça n'aura échappé à personne que le 4 novembre, nous avons un référendum d'autodétermination sur l'avenir institutionnel du pays. Sans présumer de ce résultat, vos missions, s'il y avait un changement, elles seraient revues à la baisse. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous ? Alors, déjà, il faut que les Calédoniens sachent bien que jusqu'au 4 novembre et tous les jours, nous sommes également, et même pendant cet exercice-là, puisque nous avons conduit aujourd'hui une évacuation sanitaire sur Wallis, donc on est également dans cette mission d'appui aux populations et de maintien de la souveraineté nationale sur la Calédonie et sur notre zone économique exclusive. Mais pour aller plus loin, je dirais qu'il faut laisser la parole au président qui disait simplement faites les choses dans l'ordre. Votez d'abord le 4 novembre et puis ensuite nous verrons bien la façon dont il faudra penser l'avenir. Et l'avenir des forces armées en Nouvelle-Calédonie, elle se placera à cette échéance. Donc le champ de vos missions, pour l'instant, n'est pas remis en cause ? Pas du tout. Il n'a pas changé et l'exercice Croix du Sud était très précisément installé dans ce registre que nous devons être en mesure de réaliser partout dans la région, une intervention humanitaire et sécuritaire sur bref préavis. Général Thierry Marchand, merci pour avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. En bref, dans la région, Gaston Tong-Sang, élu président de l'Assemblée de la Polynésie, le maire de Bora Bora, représentant du Tapura Wiratira, a été confortablement élu mardi 17 mai, président de l'Assemblée de Polynésie, avec 38 voix sur 57 face à la candidate du Tawera. Le Tavini n'a pas présenté de candidat. Allez, pour finir, de la culture et de la peinture avec une rétrospective de l'artiste germanique à la maison Higginson jusqu'au 28 juillet. 70 tableaux, dont 20 provenant de collectionneurs privés et 2 du fonds d'art de la ville de Nouméa, sont accrochés dans les nombreuses salles de la maison Higginson. À noter des toiles de ces différentes périodes et une tapisserie sur Aubusson. Je vous propose d'écouter Germanique au micro de Gaël Detcheverry. Ça fait 55 ans, je dirais que j'ai beaucoup travaillé, mais que j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes absolument fantastiques qui m'ont toujours fait fête. Et en me faisant fête,
Du coup, eh bien, on est enthousiasmé par cet entrain et on peint un peu plus et puis encore avec plus de joie pour en donner. Et aux jeunes qui se lancent aujourd'hui dans cet art, vous diriez quoi? Eh bien, je dirais qu'il faut la foi. Il faut vraiment avoir la foi, parce que aujourd'hui ça va, demain ça va un peu moins bien. C'est un petit peu en dents de scie, il faut reconnaître. Mais si vraiment on est destiné à une carrière artistique, eh bien, on est aidé. Voilà, jusqu'au 28 juillet à la maison Higginson. Et voilà qui termine votre journal d'information. Merci de votre fidélité. En radio, premier rendez-vous d'information demain à 6h. Nous, on se retrouve demain à 19h. Très belle soirée à vous sur la première, évidemment.